La fumée du cigare de quelqu'un au coin du bar s'enroulait paresseusement vers le plafond taché de nicotine, se mêlant au néon rouge, qui clignotait par intermittence au-dessus du comptoir. Il était 2h30 du matin, et j'étais assis depuis 4 heures sur ce tabouret de cuir craquelé, sentant ma vie parfaitement construite s'effondrer à chaque gorgée de whisky qui glissait dans ma gorge comme des éclats de verre. Le barman n'avait pas dit un seul mot pendant tout ce temps. Il observait simplement. Ses yeux sombres, presque noirs sous la lumière tamisée du bar, m'étudiaient avec une intensité qui aurait dû me mettre mal à l'aise, mais qui, au contraire, me réconfortait étrangement. C'était comme s'il pouvait me lire, comme si chaque ligne de douleur sur mon visage était un livre ouvert pour lui. J'avais retiré ma cravate des heures plus tôt. Elle pendait maintenant froissée sur le comptoir de bois sombre, à côté de mon téléphone qui n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de Laurent que je refusais de lire. Ma chemise blanche, autrefois impeccable, était ouverte au col, les manches roulées jusqu'au coude de manière négligée. Je pouvais voir mon reflet déformé dans le miroir derrière. Le bar, un homme de 34 ans qui semblait avoir vieilli d'une décennie en une seule nuit. 3 ans, murmurai-je enfin, brisant le silence qui existait entre nous. Ma voix sonnait rauque, étrange même à mes propres oreilles. 3 fichus ans à me mentir en face. Et moi, sans me douter de rien une seule seconde. Le barman ne répondit pas, mais je vis ses longs doigts bronzés bouger avec une précision délibérée, attrapant des bouteilles que je ne reconnaissais pas sur les étagères supérieures. Ce n'était pas une boisson du menu, je le sus immédiatement. Il y avait quelque chose de rituel dans la façon dont il mesurait chaque ingrédient, comme s'il préparait non seulement une boisson, mais une sorte de remède pour l'âme. Le piercing discret à son oreille droite brilla quand il inclina la tête, concentré sur sa tâche. Il portait un t-shirt noir moulant qui épousait son torse d'une manière qui me fit prendre conscience pour la première fois depuis des heures qu'il existait quelque chose au-delà de ma douleur. Ses bras montraient des muscles définis, et un tatouage de constellation parcourait son avant-bras gauche. Je me demandais quelles étoiles c'étaient, ce qu'elles signifiaient pour lui. Aujourd'hui, c'était notre anniversaire, continuai-je, parce qu'apparemment je ne pouvais pas m'arrêter. Les mots sortaient comme du sang d'une plaie mal refermée. 7 ans ensemble. J'avais réservé au Jules Verne, à la Tour Eiffel. Laurent a dit qu'il arriverait tard de la galerie, qu'il avait une réunion importante avec un collectionneur. Je laissai échapper un rire amer qui ressemblait plus à un sanglot étouffé. Je suis allé le surprendre avec du champagne. J'ai entré avec ma clé, monté les escaliers, et ils étaient là, dans notre lit, dans les draps que j'avais moi-même choisis dans cette petite boutique de Montmartre. Le barman posa le verre devant moi. C'était quelque chose de magnifique, d'une couleur ambre profonde avec des tons rougeâtres, servi dans un verre en cristal taillé qui semblait trop élégant pour ce bar sombre du Marais. L'arôme qui s'en dégageait était complexe. Des épices que je ne pouvais pas identifier, une touche d'ambre, quelque chose de doux, mais avec un fond amer. Nos doigts se frôlèrent quand je pris le verre. Ce fut un contact bref, probablement accidentel, mais qui dura une seconde de plus que nécessaire. Je sentis la chaleur de sa peau, la texture légèrement rugueuse de ses mains de travailleur. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale, complètement inapproprié pour le moment, complètement inattendu. Je levai les yeux et croisai ses yeux sombres. Il m'observait avec une intensité qui fit se bloquer ma respiration dans ma gorge. Ce n'était pas de la pitié que je voyais là, c'était quelque chose de plus profond, de plus complexe, une reconnaissance peut-être, comme s'il avait lui aussi été là où j'étais maintenant, dans cet abîme de trahison et de douleur. « Et bois », dit-il enfin. Sa voix était grave, avec un accent du sud de la France qui adoucissait les consonnes. Ce fut le premier mot qu'il m'adressait directement de toute la nuit. J'obéis. Le liquide brûla ma gorge, mais c'était une chaleur différente de celle du whisky. Elle était réconfortante et perturbante à la fois, comme une caresse qui promet autant de consolation que de danger. Quand je reposai le verre, je vis qu'il avait glissé autre chose sur le comptoir. Un papier soigneusement plié, de la taille d'une carte de visite. L'écriture à l'extérieur était élégante, écrite à la plume, pour quand tu seras prêt à voir l'aube. Mes doigts tremblèrent légèrement en dépliant le papier. L'écriture était la même, fluide et assurée. Les cœurs brisés sont comme des vitraux. Ils ne montrent leur vraie beauté que lorsque la lumière traverse leurs fissures. Si tu veux voir l'aube depuis un endroit où la douleur se transforme en quelque chose de beau, je serai là demain, à la même heure. S. Je levai brusquement les yeux. Il soutint mon regard sans ciller. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je ne pouvais pas déchiffrer. Une promesse, une question, une invitation à quelque chose que mon esprit rationnel ne pouvait pas traiter,
mais que mon corps comprenait parfaitement. Pourquoi? Parvins-je à demander. Ma voix à peine un murmure. Un sourire minimal courba le coin de ses lèvres. Parce que je reconnais quelqu'un qui est sur le point de prendre la décision la plus importante de sa vie. Et parce que tu mérites de savoir qu'il y a quelque chose au-delà de la douleur. L'horloge murale marquait 3 heures du matin quand je me levais enfin du tabouret. Mes jambes étaient engourdies, ma tête nageait dans un brouillard d'alcool et d'émotions contradictoires. Je rangeai le billet dans la poche de ma chemise, directement sur mon cœur, et sentis le papier plié contre ma peau comme une brûlure douce. Avant de poursuivre cette histoire fascinante, j'aimerais t'inviter à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires intenses et passionnantes. Laisse-nous aussi dans les commentaires de quelle ville tu nous écoutes. Nous adorons savoir où sont nos auditeurs. Et quand tu auras fini d'écouter toute l'histoire, note-la de 0 à 10 dans les commentaires et dis-nous ce que tu as le plus aimé. Ton avis est très important pour nous. Je sortis du bar dans les rues pavées du Marais. L'air nocturne de Paris était froid en novembre, mordant ma peau à travers la chemise froissée. Les lampadaires anciens projetaient des cercles jaunâtres de lumière sur les pavés humides. Et quelque part au loin j'entendis le son d'un rire étouffé, probablement d'un couple d'amoureux sortant d'un autre bar. Amoureux, le mot me provoqua des nausées. Je marchais sans but précis, mes chaussures en cuir italien résonnant dans les rues vides. Je passais devant des vitrines sombres de boutiques de créateurs, des galeries d'art fermées avec leurs œuvres invisibles derrière des vitres protégées, des bistrots avec des chaises empilées sur les tables comme des squelettes attendant l'aube. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois je regardais. 37 messages de Laurent. Je ne les ouvris pas, mais je vis les premières lignes dans les notifications. Théo, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Je t'aime. C'était une erreur. S'il te plaît, reviens à la maison. Je bloquais l'écran avec plus de force que nécessaire et continuais à marcher. Théo Marseille. C'était moi. 34 ans, copropriétaire de l'une des galeries d'art contemporain les plus prestigieuses du 6e arrondissement. Fils d'une famille aisée de Lyon, qui avait fait fortune dans l'industrie viticole 3 générations plus tôt. Nageur professionnel dans ma jeunesse avec des médailles régionales que ma mère exposait encore fièrement dans son salon. Diplômé avec mention de la Sorbonne en histoire de l'art. Marié depuis 7 ans à Laurent Beauchamp, architecte reconnu, héritier d'une fortune familiale encore plus grande que la mienne. Sur le papier, ma vie était parfaite. Un chef-d'œuvre soigneusement curaté, chaque élément sélectionné avec précision pour créer une image de succès et de bonheur impeccable. Sauf que tout était un mensonge. Je m'arrêtais devant une vitrine qui reflétait mon image fantomatique. L'homme qui me rendait le regard était un étranger, cheveux châtains foncés, ébouriffés pour la première fois depuis des années, yeux vert-gris rougis et enfoncés, la petite cicatrice sur mon sourcil gauche plus visible que d'habitude contre ma peau pâle. J'avais l'air d'un naufragé, quelqu'un qui avait perdu son bateau et flottait maintenant à la dérive dans un océan d'incertitude. J'atteignis la Seine juste au moment où le ciel commençait à se teinter d'un gris perlé d'avant l'aube. Je m'appuyais contre le parapet de pierre, regardant l'eau sombre couler implacable sous les ponts illuminés. Paris s'éveillait lentement. Balayeurs avec leurs uniformes verts nettoyant les rues, boulangeries allumant leurs fours, le premier métro grondant sous mes pieds. Je sortis le billet de ma poche. L'encre bleu foncé brillait légèrement sous la lumière des lampadaires. Les cœurs brisés sont comme des vitraux. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un m'avait écrit quelque chose comme ça? Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un m'avait vraiment vu? Pas la version polie et parfaite que je présentais au monde, mais l'homme brisé et vulnérable en dessous. Laurent m'avait connu quand j'avais 26 ans, fraîchement arrivé à Paris après ma maîtrise. J'étais ambitieux, affamé de succès, déterminé à laisser ma marque dans le monde de l'art. Il était tout ce que je pensais vouloir, sophistiqué, couronné de succès, connecté aux bonnes personnes. Nous nous étions installés ensemble après 6 mois. Nous avions acheté l'appartement dans le 7e arrondissement 2 ans plus tard. Nous avions ouvert la galerie ensemble il y a 3 ans, combinant mes connaissances artistiques avec ses relations et son capital. 3 ans, exactement quand les infidélités avaient commencé, comme je l'avais découvert cette nuit-là. Y avait-il des signes que j'avais ignorés, des appels que je n'avais pas remis en question, des nuits où il travaillait tard que j'avais accepté sans sourciller, des parfums étranges sur ses vêtements que j'avais rationalisés? La réponse me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Oui, il y avait eu des signes, des dizaines, mais j'avais été tellement obsédé par le maintien de l'illusion de perfection, tellement investi dans le récit de notre succès en tant que couple puissant, que j'avais choisi l'aveuglement volontaire. Mon grand-père disait que les Marseilles n'admettaient jamais la défaite.
que notre famille avait construit des empires sur la détermination de ne jamais abandonner, de ne jamais montrer de faiblesse. J'avais appliqué cette philosophie à mon mariage avec la même rigidité que mes ancêtres appliquaient à leur vignoble, en ignorant les signes de maladie, en niant la pourriture jusqu'à ce qu'il soit impossible de l'ignorer. Le soleil commença à apparaître, une écharde dorée à l'horizon gris. Je regardais la lumière s'étendre lentement sur la Seine, transformant l'eau du noir à l'argent à l'or, beau et cruel dans son indifférence. Le monde continuait à tourner peu importe à quel point ma poitrine faisait mal. Je pensais au barman, Sacha d'après l'initiale sur le billet, à ses mains sûres préparant ce verre rituel, à la façon dont il m'avait observé pendant des heures sans juger, sans offrir de platitudes vides, simplement présent, à ce moment de contact quand nos doigts s'étaient frôlés, bref mais électrisant. À la promesse implicite dans ces mots, il y a quelque chose au-delà de la douleur. L'était-il? Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était ma mère. Laurent m'a appelé inquiète. « Où es-tu? Appelle-moi immédiatement. » J'éteignis complètement le téléphone. Je marchais en direction du Marais tandis que Paris s'éveillait autour de moi. Touristes matinaux avec des appareils photo pendus au cou, employés de bureau avec des expressions de zombies se dirigeant vers le métro, mères emmenant de jeunes enfants à la crèche. Vie normale, banale, continuant comme si mon monde ne s'était pas désintégré. J'arrivais à notre appartement juste au moment où le soleil était complètement levé. C'était un immeuble haussmannien classique, avec des balcons en fer forgé et des fenêtres hautes. Il avait coûté 3 millions d'euros, une aubaine selon Laurent, vu l'emplacement privilégié. Maintenant il me semblait une prison dorée. Les clés pesaient dans ma main. Je pouvais monter, affronter Laurent, écouter ses excuses, ses promesses de changement, ses larmes de crocodile. Je pouvais essayer de reconstruire ce que nous avions brisé, colmater les fissures avec une thérapie de couple et des promesses renouvelées. Ou je pouvais choisir différemment. Je rangeais les clés dans ma poche sans les utiliser. Je me retournais et commençais à marcher vers l'hôtel-boutique de la rue des Francs-Bourgeois, où nous logions occasionnellement des artistes visiteurs. J'avais besoin d'un endroit pour penser, pour traiter, pour décider qui je voulais être après tout ça. Mais en marchant, ma main trouva à nouveau le billet dans ma poche. Je serai là demain à la même heure. Il restait 22 heures jusqu'à 2h30 du matin suivant. 22 heures pour décider si j'avais le courage de découvrir ce que signifiait vraiment ce message. Si j'étais prêt à permettre à quelqu'un de voir non seulement ma douleur, mais ce qui restait en dessous. 22 heures pour choisir entre m'accrocher au décombre de ma vie parfaitement construite, ou la lâcher complètement, et sauter vers quelque chose d'inconnu et terriblement prometteur. L'hôtel-boutique sentait la lavande et le bois poli. La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux relevés en un chignon parfait, ne sia presque pas en me voyant arriver dans mon état débraillé à 7 heures du matin. Je suppose qu'à Paris, elle avait vu pire. « Monsieur Marseille », me salua-t-elle avec un professionnalisme reconnu. « Nous avions logé assez d'artistes là pour que le personnel me connaisse. Avez-vous besoin d'une chambre? La suite du 3e étage, si elle est disponible, répondis-je, ma voix sonnant mécanique même à mes propres oreilles. Pour une semaine. Elle ne demanda pas pourquoi je n'étais pas dans mon propre appartement à 5 minutes de là. Elle traita simplement la réservation avec une efficacité discrète et me remit une clé en laiton ancien. La chambre était exactement comme dans mon souvenir. Plafond haut avec des moulures d'origine, fenêtre donnant sur une petite cour intérieure avec un cerisier japonais, meubles d'époque mélangés à des commodités modernes. Je me laissai tomber sur le lit sans même enlever mes chaussures et fixai le plafond, espérant que l'épuisement m'apporterait l'oubli du sommeil. Il ne vint pas. Au lieu de cela, mon esprit rejouait en boucle chaque détail de la nuit précédente. Laurent et cet homme dans notre lit. Les draps en soie égyptienne que j'avais choisis avec tant de soin entortillés autour de corps qui n'auraient pas dû être ensemble. L'expression de choc sur le visage de Laurent quand il m'avait vu sur le seuil de la porte, le champagne cristal tombant de ma main et s'écrasant sur le sol en bois au ralenti. Mais ce qui se répétait le plus dans ma tête n'était pas cette scène de trahison. C'était une autre image complètement différente. Les yeux sombres de Sacha m'observant par-dessus le bord du comptoir, la façon dont ses doigts avaient bougé avec une précision presque artistique en préparant ce verre, le moment électrique quand nos peaux s'étaient touchées. Les cœurs brisés sont comme des vitraux. Je me levai brusquement du lit. J'avais besoin de faire quelque chose, n'importe quoi, pour empêcher mon esprit de continuer à tourner en spirale. Je pris une douche brûlante, laissant l'eau brûler ma peau jusqu'à ce que je sois engourdi. Je remis les mêmes vêtements froissés parce que je n'avais rien apporté d'autre.
Je regardais mon reflet dans le miroir embué et vis un étranger que je ne reconnaissais plus. Mon téléphone restait éteint dans la poche de mon pantalon. Une partie de moi voulait l'allumer, plonger dans la tempête de messages et d'appels, affronter tout d'un coup. Mais une autre partie, une partie que je reconnaissais à peine comme mienne, voulait rester dans ce limbo où rien n'était encore réel, où les décisions n'avaient pas encore à être prises. Je sortis de l'hôtel vers midi. Paris était en pleine effervescence. Touristes encombrant les terrasses des cafés, musiciens de rue jouant de l'accordéon au coin des rues, l'arôme omniprésent de pain frais se mêlant au gaz d'échappement. Je marchais sans but, mes pieds me portant sur des itinéraires familiers que j'avais parcourus 1000 fois auparavant, mais qui maintenant semblaient complètement étrangers. Je finis devant notre galerie, la galerie Marseille-Beauchamp, disait l'enseigne élégante au-dessus de la porte vitrée. À l'intérieur, je pouvais voir Mélanie, notre gérante, parler avec ce qui semblait être un collectionneur potentiel. L'exposition actuelle était celle d'une artiste émergente que j'avais découverte dans un petit atelier à Belleville. Des peintures abstraites qui jouaient avec la lumière et l'ombre de manière qui m'avaient coupé le souffle la première fois que je les avais vues. Maintenant, en les regardant à travers la vitre, je me sentais complètement déconnecté, comme si elles appartenaient à la vie de quelqu'un d'autre. Mon téléphone portable pesait dans ma poche comme une bombe non désamorcée. Je savais que je devrais éventuellement l'allumer, affronter les conséquences, prendre des décisions sur la galerie, l'appartement, le mariage. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'avais besoin que d'exister dans cet espace de pause, cette parenthèse entre qui j'avais été et qui je serais après. Je trouvai un petit bistrot dans une rue latérale où personne ne me connaissait. Je commandai un croque-monsieur que je touchais à peine, et un café qui refroidit pendant que j'observais les gens passer par la fenêtre. Un jeune couple s'embrassait contre un mur de pierre, complètement perdus l'un dans l'autre. Une femme âgée promenait son petit chien, s'arrêtant tous les quelques mètres pour que l'animal renifle quelque chose de fascinant. Un homme d'affaires parlait furieusement au téléphone, gesticulant avec les mains libres. Fille normale, problèmes normaux, amours normaux. Quand ma vie avait-elle cessé d'être normale, ou ne l'avait-elle jamais été? Je me souvins de quand j'avais rencontré Laurent à cette inauguration au musée d'art moderne. J'avais 26 ans et venais d'arriver à Paris, encore avec ce mélange enivrant d'ambition juvénile et d'insécurité. Je portais mon meilleur costume, celui que mon père m'avait offert pour la remise des diplômes, et je me sentais complètement hors de place parmi les collectionneurs millionnaires et les critiques d'art avec leurs conversations codées que je comprenais à peine. Laurent était apparu à mes côtés au bar, avait commandé 2 coupes de champagne et m'en avait tendu une sans demander. « Tu sembles en avoir autant besoin que moi », avait-il dit avec ce sourire que des années plus tard, je découvrirais qu'il utilisait pour conquérir. Ces trucs sont insupportablement prétentieux, n'est-ce pas? Je suis tombé amoureux à ce moment-là, ou du moins je le croyais. Maintenant, en regardant en arrière avec la clarté cruelle que donne la trahison, je me demandais si j'avais vraiment aimé Laurent, ou simplement l'idée de ce qu'il représentait. Succès, sophistication, accès à un monde auquel je voulais désespérément appartenir. Avais-je construit mon mariage sur l'amour ou sur l'ambition? La question me provoqua des nausées. Je payai le café que je n'avais pas bu et sortis à nouveau dans les rues. Le soleil de novembre était faible mais persistant, projetant de longues ombres sur les pavés. Je marchais vers le jardin du Luxembourg, ayant besoin d'espaces verts et d'air qui ne sentaient pas la ville. Le parc était plein de vie. Enfants faisant naviguer des bateaux jouaient dans la fontaine octogonale, étudiants lisant sur les chaises en métal vert caractéristiques, personnes âgées jouant aux échecs sous les châtaigniers dénudés. Je m'assis sur un banc éloigné de tout le monde, observant les feuilles sèches danser en tourbillon quand le vent les soulevait. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas d'agenda, pas de réunion à assister, d'appel à passer, d'email à répondre. La structure rigide qui avait organisé chaque minute de ma vie au cours de la dernière décennie avait simplement disparu. Et dans ce vide, des sentiments que j'avais enfouis profondément commencèrent à émerger comme des bulles remontant à la surface d'une eau stagnante. Quand était-ce la dernière fois que j'avais été vraiment heureux? Pas le genre de bonheur performatif que je montrais lors de dîners avec des clients ou d'inaugurations d'art. Le vrai bonheur, viscéral, celui qui te fait oublier de respirer pendant une seconde. Je ne pouvais pas m'en souvenir. Peut-être quand je nageais en compétition, sentant mon corps couper l'eau avec une précision parfaite, chaque muscle travaillant en harmonie. Ça avait été, il y a combien de temps? 10 ans. J'avais arrêté de nager quand Laurent avait commenté que je devenais trop musclé.
et qu'il n'aimait pas l'odeur de chlore sur ma peau. De petites concessions qui, sur le moment, semblaient insignifiantes. Maintenant, je voyais le schéma. J'avais effacé moi-même, morceau par morceau, pour correspondre à la vision que Laurent avait du couple parfait. Le soleil commença à descendre, teintant le ciel de rose et d'or. Je me rendis compte que j'étais assis sur ce banc depuis des heures, complètement perdu dans mes pensées. Mon estomac grogna, me rappelant que j'avais à peine mangé en 24 heures. Je vérifiai ma montre. 6 heures du soir, 8h30 jusqu'à 2h30 du matin. 8h30 jusqu'à ce que je doive décider si je retournerai dans ce bar. Je marchais vers l'hôtel tandis que Paris se transformait en sa version nocturne. Lumière dorée s'allumant aux fenêtres, restaurant préparant les tables pour le dîner, la ville enfilant son costume le plus séduisant. J'achetai une baguette et du fromage dans une épicerie fine, de la nourriture simple qui ne nécessitait pas de réflexion. Dans ma chambre d'hôtel, j'essayais de me distraire. J'allumai la télévision, mais les voix me semblèrent du bruit sans sens. J'ouvris un livre que je trouvais sur la table de nuit, mais les mots glissaient dans mon esprit sans laisser de traces. J'essayais de prendre une autre douche, comme si je pouvais laver non seulement la crasse, mais aussi la confusion. Finalement, je cédai. J'allumai mon téléphone. Il explosa immédiatement de notifications. 86 messages de Laurent, 23 appels manqués, 12 messages de ma mère, 5 de Mélanie de la galerie demandant où j'étais, 3 d'amis communs que Laurent avait apparemment contactés. J'ignorais tous sauf un de ma meilleure amie de l'université, Sophie, qui disait simplement « J'ai vu Laurent au marais avec ce type. Je suis désolé, Théo. Appelle-moi quand tu seras prêt. » Au moins, elle avait essayé de me le dire. Au moins, quelqu'un avait eu le courage. J'ouvris les messages de Laurent, bien que chacun semblait avaler du verre. Il y avait un schéma évolutif. D'abord des excuses frénétiques, puis des tentatives d'explication, ensuite de la colère que je ne réponde pas, enfin des supplications désespérées. Mais ce fut le dernier message envoyé il y a à peine 1 heure qui me glaça. « Théo, nous devons parler de la galerie. Mon avocat dit que techniquement nous sommes associés 50-50, mais ma famille a mis 80% du capital initial. Je ne veux pas compliquer les choses, mais j'ai besoin que tu comprennes la situation légale. Aussi, j'ai fait changer les serrures de l'appartement pour la sécurité. Tes affaires sont dans des cartons dans le hall. Récupère-les quand tu veux. Elle. » Je lus le message 3 fois, chaque mot s'enfonçant comme des couteaux. Donc c'était comme ça que ça allait se passer. Pas même 24 heures après que j'avais découvert son infidélité, Laurent jouait déjà le jeu du pouvoir, me rappelant qui avait l'argent réel, qui avait le contrôle. La galerie était ma vie, mon rêve. Chaque artiste que nous avions représenté, chaque exposition que nous avions curée, avait été ma vision, mon travail, ma passion. Laurent avait mis l'argent, oui, mais j'avais mis mon âme. Et maintenant, il menaçait de me la prendre. La rage que j'avais contenue pendant 24 heures explosa enfin. Je jetai le téléphone contre le mur où il s'écrasa avec un craquement satisfaisant mais insuffisant. J'attrapai un verre sur la table de nuit et le lançai aussi, observant comment il se brisa contre le sol en bois. Je voulais détruire quelque chose, n'importe quoi, parce que ma vie était déjà détruite. Alors pourquoi ne pas faire correspondre l'extérieur au chaos intérieur? Mais après avoir détruit le verre, je restais simplement debout au milieu de la chambre, haletant, entouré de morceaux de verre, me sentant plus vide qu'avant. Je me laissais tomber sur le sol, le dos contre le lit, et pour la première fois depuis que j'avais trouvé Laurent dans notre lit avec un autre homme, je pleurais. Ce ne fut pas un pleur délicat et cinématographique, ce fut laid, bruyant, viscéral, des sanglots qui secouèrent tout mon corps, des larmes qui trempèrent ma chemise, des morves que je dus essuyer avec ma manche parce que je ne trouvais pas de mouchoir. Je pleurais pour 7 ans gaspillés, je pleurais pour la galerie que je pourrais perdre. Je pleurais pour l'homme que j'avais été avant de connaître Laurent, le jeune ambitieux aux rêves propres non contaminés par le compromis. Je pleurais pour toutes les petites parties de moi-même que j'avais sacrifiées sur l'autel d'un mariage qui s'était avéré être une fiction. Quand il n'y eut plus de larmes, je restais assis sur le sol, engourdi, observant comment la lumière des lampadaires de la rue projetait des ombres mouvantes sur le plafond. Mon téléphone brisé clignotait par intermittence depuis l'endroit où il était tombé. Miraculeusement, il fonctionnait encore, bien que l'écran soit craquelé en toile d'araignée. L'heure brillait à travers le verre brisé. 23h47. 2h43 jusqu'à 2h30. Et je sortis le billet de Sacha de ma poche. Il était froissé maintenant, taché de ce qui pouvait être du whisky ou des larmes, ou les deux. Mais les mots étaient toujours lisibles. Les cœurs brisés sont comme des vitraux. Ils ne montrent leur vraie beauté que lorsque la lumière traverse leurs fissures. Je me levai du sol,
Je me lavais le visage à l'eau froide jusqu'à ce que le gonflement autour de mes yeux diminue un peu. Je changeais pour la seule autre chemise que j'avais achetée cet après-midi dans une boutique, une simple en lin blanc. Je me peignais les cheveux en arrière, bien que quelques mèches rebelles refusent de coopérer. Dans le miroir, je vis quelqu'un de différent de l'homme qui était entré dans ce bar la nuit précédente. Cet homme avait été détruit mais s'accrochait encore au reste de sa vie antérieure. Cet homme avait lâché prise. Je ne savais pas qui j'étais sans Laurent, sans la galerie, sans la structure qui avait défini mon existence adulte. Mais peut-être, juste peut-être, j'étais prêt à le découvrir. Je sortis de l'hôtel à 1h45. Les rues du Marais étaient plus calmes que la nuit précédente. Seulement quelques noctambules attardés et des travailleurs de nuit. Mes pas résonnaient sur les pavés tandis que je marchais vers la rue des Archives. Le bar apparut devant moi comme un phare dans l'obscurité, son néon rouge clignotant le même accueil solitaire. À travers les fenêtres embuées, je pouvais voir des ombres bouger, la lueur tamisée des bougies sur les tables. Ma main était sur la poignée de la porte quand le doute me figea. Qu'est-ce que je faisais ici? Qu'est-ce que j'espérais? Qu'un barman inconnu aux yeux mystérieux et aux mots cryptiques répare d'une manière ou d'une autre ma vie brisée? Qu'une rencontre fortuite dans mon pire moment se transforme magiquement en quelque chose de significatif? C'était ridicule, pathétique même. Je devrais retourner à l'hôtel. Je devrais appeler un avocat le matin. Je devrais commencer à affronter la réalité pratique d'un divorce millionnaire et d'une bataille pour une galerie. Je devrais faire beaucoup de choses. Au lieu de cela, j'ouvris la porte et entrai. L'intérieur du bar était presque vide à cette heure. Seulement 2 clients à une table au fond, chuchotant dans ce qui semblait être de l'italien, et un homme plus âgé, somnolent sur un verre de vin au comptoir. La musique était différente de la nuit précédente. Quelque chose de jazz doux, un saxophone gémissant des notes mélancoliques qui semblaient une conversation intime. Et il était là, Sacha, derrière le comptoir, polissant un verre avec des mouvements lents et délibérés, comme s'il avait tout le temps du monde. Il portait le même t-shirt noir moulant, mais cette fois avec une veste en cuir sur les épaules, qui lui donnait un air encore plus inaccessible. Ses cheveux noirs étaient plus ébouriffés que la nuit précédente, comme s'il y avait passé les mains à plusieurs reprises. Quand la porte se ferma derrière moi, il leva les yeux. Nos regards se croisèrent à travers la fumée tamisée et la lumière ambrée. Et alors cela arriva. Ce sourire minimal, presque imperceptible, courba le coin de ses lèvres. Ce n'était pas du triomphe. Ce n'était pas de la surprise. C'était quelque chose de plus proche de la reconnaissance. Comme s'il avait su tout le temps que je reviendrais. « Tu es revenu ?» dit-il simplement, sa voix grave traversant l'espace entre nous. « Je suis revenu », répétai-je, ma voix sonnant étrangement ferme compte tenu que mon cœur battait contre mes côtes comme s'il voulait s'échapper. Je marchais vers le comptoir, mes jambes bougeant de leur propre volonté. Je m'assis sur le même tabouret de cuir craquelé de la nuit précédente, comme si c'était maintenant ma place désignée dans l'univers. Sacha ne dit rien de plus. Il atteignit simplement une bouteille de whisky que je reconnus comme un Macallan de 20 ans, cher et doux, et versa 2 mesures exactes dans des verres en cristal. Il en glissa un vers moi et leva l'autre en un toast silencieux. « Au fin », dit-il. « Et au commencement », ajoutai-je, me surprenant moi-même. Nous bûmes. Le whisky brûla de cette bonne manière familière, réconfortante. « Comment était ta journée ?» demanda Sacha, s'appuyant contre le comptoir derrière lui avec une nonchalance étudiée. Il y avait quelque chose dans la façon dont il m'observait qui me faisait me sentir simultanément nu et en sécurité. Je ris, un son amer. J'ai détruit mon téléphone contre un mur. J'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis que j'étais enfant. J'ai découvert que mon mari ne m'a pas seulement trompé, mais veut maintenant aussi me prendre ma galerie. Donc, tu sais, un mardi normal. Mercredi, corrigea-t-il avec l'ombre d'un sourire. Quoi? C'est mercredi, techniquement. Il pointa l'horloge au mur qui marquait 2h17. Mercredi, répétai-je. Un mercredi de merde, alors. Sacha se versa plus de whisky, ses mouvements si fluides qu'ils semblaient chorégraphiés. Les mercredis sont sous-estimés. Au milieu de la semaine. Ni le début ni la fin. Un lieu de transition. Philosophie de barman? Observation de quelqu'un qui a passé trop de nuits à observer des gens en transition. Quelque chose dans son ton me fit le regarder plus attentivement. Dans la lumière tamisée, je pouvais voir des lignes autour de ses yeux que je n'avais pas remarquées la nuit précédente. Une tension dans ses épaules qui contredisait sa posture détendue. « Et toi ?» demandai-je. « Es-tu en transition ?» Ses yeux sombres rencontrèrent les miens, et pendant un moment je vis quelque chose de vulnérable passer sur son visage, avant que le masque ne revienne. Toujours. Ne le sommes-nous pas tous? Ça évite la question.
J'ai appris du meilleur, répondit-il avec ce demi-sourire. Avant que je puisse insister, l'homme âgé à l'extrémité du comptoir commença à ronfler bruyamment. Sacha s'approcha de lui avec une douceur surprenante, touchant son épaule doucement. « André, mon ami, il est temps de rentrer. » L'homme âgé se réveilla en sursaut, clignant des yeux confus. « Quoi? Déjà? Déjà? Allez, j'appelle un taxi. » Sacha aida l'homme à descendre du tabouret avec une patience qui parlait de nuits innombrables à faire exactement cela. Pendant qu'ils attendaient dehors le taxi, je restai seul au comptoir. Mes doigts tracèrent les anneaux d'humidité sur le bois sombre, des cercles superposés de verre qui avaient été là avant moi, preuve d'innombrables histoires et peines partagées dans cet espace. Le couple italien partit peu après, laissant des billets froissés sur leur table. Et alors il n'y avait plus que Sacha et moi, le bar vide sauf nous deux et les ombres qui dansaient sur les murs. « Alors, » dit Sacha revenant à sa position derrière le comptoir, « tu es venu voir l'aube. Je suis venu comprendre ce que tu voulais dire hier soir. Avec les vitraux, les cœurs brisés, la beauté dans les fissures. » Sacha fut silencieux un long moment, ses doigts tambourinant un rythme pensif sur le comptoir. Quand il parla enfin, sa voix était plus basse, plus intime. « Il y a 3 ans, je vivais à Marseille. J'avais un petit ami, Luc. Je l'aimais de la manière dont on aime que quand on est jeune et stupide et qu'on croit que l'amour conquiert tout. Il fit une pause, versant plus de whisky pour nous deux. Il était intense, possessif. Au début, je l'ai confondu avec de la passion. Quand il a commencé à critiquer mes vêtements, j'ai pensé qu'il voulait juste que je sois bien. Quand il a commencé à questionner mes amis, j'ai pensé qu'il était juste protecteur. Mon estomac se serra, reconnaissant la direction de l'histoire. Quand je me suis rendu compte de ce qui se passait, j'avais déjà perdu mon travail, mes amis, mon appartement. Tout était notre appartement, nos comptes, nos décisions. Sauf que rien n'était vraiment nôtre. Tout était à lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Demandai-je doucement. Sacha leva son bras gauche, celui avec le tatouage de constellation. Sous la lumière tamisée, je pouvais voir maintenant que les étoiles n'étaient pas seulement décoratives. Elles couvraient des cicatrices, des lignes pâles, formant un motif que je reconnus comme des marques de brûlure. Une nuit, j'ai eu l'audace de dire que je voulais rendre visite à ma sœur à Lyon. Il a décidé de me rappeler à qui j'appartenais. Sa voix était plate, dépourvue d'émotion, ce qui la rendait d'une certaine manière plus dévastatrice. Il a utilisé le briquet de la cuisinière. Il a tenu mon bras sur la flamme et m'a dit que chaque étoile que je verrais sur ma peau me rappellerait qu'il était mon univers. Merde, murmurai-je, sentant la nausée. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai fait un sac à dos et pris le premier train pour Paris. J'avais 300 € et le nom d'un cousin éloigné qui peut-être me laisserait dormir sur son canapé. Et tu sais ce qui était le plus fou? Il rit, mais il n'y avait pas d'humour dans le son. Une partie de moi voulait revenir, parce qu'au moins avec lui, je savais qui j'étais. Sans lui, j'étais juste personne. Mais tu n'es pas revenu? Non, mais j'ai passé 6 mois à me sentir comme du verre brisé, comme quelque chose qui avait été beau une fois, et maintenant n'était que des déchets dangereux. Il but son whisky d'un trait. Puis un jour, je marchais dans le Marais à l'aube, après un autre service de nuit dans un bar de merde où le patron essayait de me toucher chaque fois que je passais, et j'ai vu la lumière du soleil traverser une fenêtre de cathédrale, un vitrail qui avait probablement 500 ans, et qui était fissuré à une 12aine d'endroits. Mais ces fissures, les fissures faisaient que la lumière se dispersait de manière que le verre intact ne pourrait jamais. Elle créait des arcs-en-ciel là où ils n'auraient pas dû exister. Il se tourna pour me regarder directement et l'intensité dans ses yeux me coupa le souffle. C'est là que j'ai compris. Je n'étais pas brisé, j'étais fissuré, et les fissures laissaient entrer la lumière de manière qui n'aurait jamais été possible si j'étais resté intact et parfait et scellé. Le silence qui suivit fut dense de sens. Je sentais comme s'il m'avait donné quelque chose de précieux, quelque chose qu'il ne partageait pas souvent. « Pourquoi me racontes-tu ça ?» demandai-je enfin. « Parce que je reconnais le regard dans tes yeux, le même que j'avais il y a 3 ans, comme si toute ta valeur était liée à une relation qui t'a trahi, comme si sans cette personne, sans cette vie, tu n'étais rien. » Ces mots me frappèrent comme un coup physique parce qu'ils étaient vrais, si vrais que ça faisait mal. Laurent était, tout autour de quoi j'ai construit ma vie adulte, admis-je, les mots sortant avec difficulté. La galerie était la nôtre, notre appartement, nos amis, notre place dans le monde de l'art parisien. Sans lui, sans ça, je suis juste un type de 34 ans sans vrai endroit où vivre et une carrière qui pourrait imploser. « Non », dit Sacha fermement. «
Tu es un type de 34 ans qui a une opportunité que la plupart des gens n'obtiennent jamais. L'opportunité de décider qui diable il veut être quand personne d'autre n'écrit le scénario. Ça sonne bien en théorie. En pratique, j'ai terrifié. Bien. La terreur signifie que ça compte. Je ris malgré moi. Encore de la philosophie de barman? Sagesse gagnée à la dure. Il se pencha plus près sur le comptoir, si près que je pouvais voir les taches dorées dans ses yeux bruns foncés. Tu sais ce que j'ai appris d'autre? Que les personnes qui valent le plus la peine d'être connues sont celles qui ont été brisées et ont choisi de devenir quelque chose de nouveau au lieu de se recoller simplement dans l'ancienne forme. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. C'est ce que tu as fait? J'essaye. Chaque jour. Sa main bougea à travers le comptoir, ses doigts effleurant légèrement les miens où ils reposaient sur le bois. Ce n'était pas accidentel cette fois. C'était délibéré, une question silencieuse. Je ne retirai pas ma main. Sacha, commençai-je ma voix rauque, qu'est-ce que nous faisons ici? Honnêtement, ses doigts s'entrelacèrent avec les miens, sa peau chaude et légèrement calleuse. Je n'en ai aucune idée, mais quand tu es entré ici il y a 2 nuits, j'ai vu quelque chose en toi qui a résonné, et j'ai pensé, peut-être, juste peut-être, que nous avions tous les deux besoin d'un rappel qu'il y a une vie après la fin. Et si je ne sais pas comment faire ça, alors nous le découvrons ensemble. Nous restâmes ainsi, mains entrelacées sur le comptoir usé, 2 étrangers connectés par des blessures, et l'espoir fragile de guérison. La musique avait changé pour quelque chose de plus lent, une voix de femme chantant en français sur les pertes et les secondes chances. « Je dois te confesser quelque chose, » dis-je enfin. « Quand tu as écrit ce billet, j'ai pensé que peut-être tu essayais, tu sais, de te draguer ?» Oui, Sacha sourit, et cette fois ce fut un sourire complet qui transforma son visage de mystérieux à dévastateur de beauté. Et si c'était le cas? Ma respiration se bloqua. C'était le cas? Peut-être un peu, mais principalement je voulais juste que tu saches que quelqu'un te voyait. Le vrai toi, pas la version polie que tu montres probablement au monde. J'ai vu un homme dans le pire moment de sa vie, qui avait encore la force de sortir au lieu de s'effondrer. C'est du courage, Théo. Ça mérite d'être reconnu. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Laurent avait loué mes réalisations, mon apparence, mon utilité pour son ascension sociale. Mais personne n'avait vu l'effort en dessous, la force qu'il fallait simplement pour continuer quand tout ton monde s'effondrait. Je ne me sens pas courageux, murmurai-je. Les courageux ne le sentent jamais. C'est pour ça que c'est du courage et pas de l'arrogance. Je regardais nos mains entrelacées. Les siennes étaient plus grandes que les miennes, doigts longs, tachés de ce qui semblait être de l'encre de tatouage autour des cuticules. Les miennes étaient plus pâles, les ongles soigneusement manucurés, même après 2 jours de chaos. 2 mains qui n'avaient aucune raison de s'emboîter, mais qui se sentaient inexplicablement correctes. Mon visa expire dans 2 mois, dit Sacha soudainement, sa voix tendue. J'ai travaillé avec un permis temporaire, mais il ne sera pas renouvelé. Je devrais retourner à Marseille, ou trouver un autre emploi qui justifie une extension, ou... Il s'arrêta. Ou risquer de rester illégalement. Ce qui est stupide et éventuellement il m'attraperait, et je serais déporté de toute façon. Je compris alors pourquoi il m'avait partagé son histoire. Pourquoi ce moment se sentait si chargé. Nous étions tous les deux sur des précipices, face à des sauts, vers des inconnus terrifiants. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demandai-je. « Honnêtement, je veux rester à Paris. J'aime cette ville. J'aime ce quartier, ce bar, les gens que je connais ici. Mais je ne sais pas comment faire pour que ça marche sans... » Il s'arrêta à nouveau, ses yeux cherchant les miens. Ça sonne ridicule parce que nous venons de nous rencontrer, mais quand tu es entré ici, pour la première fois en moi, j'ai senti comme s'il y avait peut-être une... raison de rester et de me battre pour ça. Mon cœur fit un bond. Tu ne me connais pas, je pourrais être un désastre complet. Tu es un désastre complet, dit-il avec ce demi-sourire. Nous le sommes tous les deux, mais peut-être que nous pouvons être des désastres ensemble pendant un moment, voir ce qui se passe. C'était l'idée la plus folle. Je venais de rencontrer cet homme il y a moins de 48 heures. J'étais au milieu d'un divorce millionnaire compliqué. J'avais ma propre vie à reconstruire. La dernière chose dont j'avais besoin était de m'embrouiller avec un autre homme, surtout un avec ses propres problèmes de visa et traumatismes passés. Mais quand je regardais ses yeux sombres qui me voyaient vraiment, quand je sentis la chaleur de sa main dans la mienne, quand je me souvins comment ça avait été d'être reconnu dans mon moment le plus bas, toutes les raisons rationnelles de m'éloigner s'évaporèrent comme de la brume sous le soleil. « Tu veux sortir d'ici » demandai-je impulsivement. Sacha cligna des yeux surpris. « Maintenant ?»« Maintenant. Tu as dit que tu voulais me montrer l'aube depuis un endroit où la douleur se transforme en beauté. Montre-moi. »
Pendant un moment, je pensais qu'il dirait non, que c'était trop tôt, trop rapide, trop tout. Mais alors son sourire s'élargit et il lâcha ma main seulement le temps d'enlever son tablier de barman. « Attends ici », dit-il, disparaissant dans l'arrière-boutique. Il revint 2 minutes plus tard avec sa veste en cuir complètement mise et un sac à dos sur une épaule. Il mit de l'argent dans la caisse, laissa une note rapide pour celui qui ouvrirait le matin, et puis me tendit la main. « Prêt pour une aventure terrible, Théo Marseille ?» Je pris sa main, le laissant me relever du tabouret. « Je vais probablement regretter ça. »« Définitivement tu regretteras ça, » convint-il. « Mais au moins ce sera une histoire intéressante. » Nous sortîmes dans le Paris d'avant l'aube ensemble, nos mains encore entrelacées, 2 hommes brisés marchant vers quelque chose d'inconnu et possiblement désastreux. Mais pour la première fois en années, je me sentais vivant. Sacha m'emmena par des rues que je pensais connaître mais qui semblaient complètement nouvelles à 4 heures du matin. Nous passâmes devant l'hôtel de ville avec ses fenêtres sombres et majestueuses, traversâmes la Seine par le pont d'Arcole, où l'eau noire reflétait les lumières dorées de la ville comme des étoiles tombées. Nos pas résonnaient dans le silence presque sacré de Paris endormi. « Où allons-nous » demandai-je, mon souffle formant des nuages dans l'air froid de novembre. « Tu verras », répondit Sacha, serrant légèrement ma main. « Fais-moi confiance. » Et l'étrange était que je lui faisais confiance. À cet homme que je connaissais depuis à peine 2 jours, je faisais plus confiance qu'à des personnes qui avaient été dans ma vie pendant des années. Peut-être parce que je n'avais rien à perdre. Ou peut-être parce que parfois les étrangers voient des parties de nous que nous gardons cachées de ceux que nous croyons nous connaître. Nous finîmes sur l'île de la Cité, devant la cathédrale Notre-Dame. La construction continuait encore depuis l'incendie de 2019, des échafaudages couvrant des parties de la structure iconique comme des bandages sur une plaie qui guérissait lentement. Mais même dans son état de restauration, elle était impressionnante, ces tours gothiques s'élevant contre le ciel qui commençait à s'éclaircir du noir au bleu profond. « Attends ici », dit Sacha, lâchant ma main et s'approchant d'une porte latérale où un gardien de sécurité fumait une cigarette. Je les vis parler à voix basse, Sacha gesticulant, le gardien secouant la tête initialement, puis Sacha sortant quelque chose de sa poche. De l'argent, évidemment. Et enfin le gardien haussant les épaules avec cette indifférence typiquement française, qui signifiait un consentement résigné. Sacha me fit signe. « Viens, vite. »« Quoi ? On ne peut pas entrer là-dedans. » « On peut si on paye assez et qu'on promet de ne rien toucher. » Son sourire était espiègle, juvénile, le transformant de barman mystérieux en un garçon faisant des bêtises. Je suivis le gardien qui nous emmena par des couloirs qui sentaient le bois ancien et la pierre humide, montant des escaliers étroits qui tournaient vers le haut comme l'intérieur d'une coquille. Mes jambes brûlaient quand nous sortîmes enfin sur une petite plateforme d'observation qui donnait à l'est, vers où le ciel commençait sa transformation quotidienne de l'obscurité à la lumière. Le gardien murmura quelque chose sur 30 minutes, pas plus, et puis nous laissa seuls. « Comment connaissais-tu cet endroit » demandai-je, m'approchant du bord où Paris s'étendait devant nous comme une carte vivante. « J'ai travaillé ici il y a 2 ans aidant à la restauration. Construction le jour, bar la nuit. Je dormais à peine, mais ça valait le coup. » Il se tint à côté de moi, nos épaules se touchant. Je montais ici pendant mes pauses. Il y a quelque chose à voir la ville d'en haut qui fait que tes problèmes semblent plus petits. Je regardais en bas les rues sinueuses du quartier latin, les toits en zinc gris perle, la Sorbonne au loin où j'avais passé les meilleures années de ma jeunesse. D'ici, tout semblait miniature, une version jouée de la vie réelle, y compris mes problèmes. « Laurent m'a envoyé un message hier », dis-je soudainement. « Eh bien, hier soir techniquement. Il a changé les serrures de l'appartement. Il dit que son avocat argumentera que la galerie est plus à lui qu'à moi parce que sa famille a mis la majorité du capital. Et c'est vrai ? Techniquement, oui. Nous sommes associés 50-50 sur le papier, mais les Beauchamp ont mis 800 000 €. J'ai mis 200 000 qui venaient de mon héritage familial, plus 3 ans de travail de 80 heures par semaine à construire la réputation. » Ma voix se brisa légèrement. Chaque artiste que nous représentons, chaque exposition, chaque critique positive, c'était mon travail. Mais l'argent parle plus fort que la sueur. « Tu te battras pour elle ?» Je ne sais pas si je peux me permettre de me battre. Les Beauchamp ont une armée d'avocats. Moi, je ris amèrement. Ma famille a de l'argent, mais pas au niveau des Beauchamp, et demander de l'aide à mes parents signifierait admettre que mon mariage parfait était un mensonge. Ma mère a littéralement planifié notre mariage pendant 18 mois. C'était dans tous les blogs de société. Sacha fut silencieux un moment, regardant l'horizon où les premières rayures roses commençaient à apparaître. « Puis-je te demander quelque chose que tu ne voudras peut-être pas répondre ? Vas-y,
Quand était-ce la dernière fois que tu as pris une décision basée sur ce que toi tu voulais, pas sur ce que les autres attendaient de toi? La question me frappa comme de l'eau glacée. J'ouvris la bouche pour répondre et me rendis compte que je ne pouvais pas. Quand était-ce? L'université? Le lycée? Jamais. Je ne sais pas, admis-je enfin. Exactement. Tu as passé ta vie à être le fils parfait, le mari parfait, l'associé parfait, construisant une galerie que Laurent peut réclamer, vivant dans un appartement que Laurent peut fermer. Même ta peine en ce moment est modelée par ce que tu es censé ressentir, pas par ce que tu ressens vraiment. Ce n'est pas si simple. Bien sûr que si. C'est terrifiant, mais c'est simple. Il se tourna pour me regarder directement. Théo, veux-tu vraiment te battre pour cette galerie? Ou veux-tu te battre pour elle parce que tu crois que tu es censé le faire? La question s'enfonça quelque part de profond. Je pensais à la galerie Marseille-Beauchamp, avec ses murs blancs immaculés et sa clientèle élite. Je pensais aux interminables dîners de levée de fonds, où je souriais jusqu'à ce que ma mâchoire me fasse mal. Aux négociations avec des collectionneurs dont les portefeuilles étaient plus importants que leur appréciation genuine de l'art. À Laurent, critiquant chaque décision créative que je prenais, me poussant vers des artistes plus commerciaux et m'éloignant de ceux qui me passionnaient vraiment. Quand j'étais enfant, dis-je lentement, je dessinais. Rien de professionnel, juste des croquis de gens dans des cafés, de vieux bâtiments, de ma grand-mère cuisinant dans sa cuisine. Mon professeur d'art disait que j'avais du talent, que je devrais étudier les beaux-arts. Mais mon père disait que les artistes meurent de faim et que les historiens de l'art mangent bien. Alors j'ai étudié l'histoire de l'art au lieu de la création. Tu l'as regretté? Tous les jours pendant les premières années. Puis j'ai arrêté d'y penser. J'ai rangé mes carnets de croquis dans une boîte et je me suis convaincu que j'étais plus heureux à curer qu'à créer. Et tu l'étais? Je ne sais pas. Je me suis convaincu si bien que j'ai oublié qu'il y avait une autre option. Le soleil commença à émerger au-dessus de l'horizon. Une sphère d'or fondu qui transformait le ciel du rose pâle à l'orange vif au rouge intense. La lumière s'étendit sur Paris comme du miel versé, illuminant la ville couche par couche. D'abord les tours les plus hautes, puis les toits, enfin les rues elles-mêmes. Et pendant que j'observais, je vis quelque chose qui me coupa le souffle. Dans un bâtiment proche, une fenêtre de vitrail ancien captura les premiers rayons du soleil. Elle était fissurée, évidemment, les fissures formant des lignes irrégulières à travers le verre coloré. Mais ces fissures firent exactement ce que Sacha avait décrit, dispersèrent la lumière en motifs qui n'auraient pas dû exister, créant des arcs-en-ciel qui dansaient sur les murs de pierre en formes impossibles de beauté. Là, murmura Sacha, son souffle chaud contre mon oreille. Tu le vois? Je le vois, répondis-je, ma voix rauque d'émotion que je n'attendais pas. Sa main trouva à nouveau la mienne, doigts s'entrelçant comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. La perfection est ennuyeuse, Théo. C'est l'imperfection qui laisse entrer la lumière. Nous restâmes là pendant que le soleil continuait son ascension, peignant le monde en couleurs qu'aucun artiste ne pourrait vraiment répliquer. Et pour la première fois depuis que j'avais trouvé Laurent avec cet homme dans notre lit, je sentis quelque chose au-delà de la douleur et de la trahison. Je sentis la possibilité. Que se passerait-il? Dis-je lentement, testant les mots. Si je laissais simplement Laurent garder la galerie? Sacha ne répondit pas immédiatement, me donnant de l'espace pour suivre cette pensée. Je pourrais commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui serait complètement à moi, plus petit peut-être, plus axé sur les artistes émergents au lieu de noms établis, quelque chose qui traiterait d'art réel, pas de statut social. Pourrais-tu te le permettre? Si je vendais ma participation dans la galerie à Laurent pour un prix juste, oui. Je ne serais pas riche, mais j'aurais assez pour commencer petit. Et ma famille? Eh bien, ils finiraient par comprendre. Ou pas. Mais ce serait leur problème, pas le mien. Sacha serra ma main. Maintenant, tu parles comme quelqu'un qui est vivant, pas seulement qui existe. J'ai terrifié. Bien. La terreur signifie que tu es sur le point de grandir. Je me tournai pour le regarder. Cet homme qui était apparu dans ma vie au moment le plus sombre, et qui, d'une manière ou d'une autre, avait commencé à me montrer que l'obscurité n'était pas la fin. La lumière de l'aube illuminait son visage, soulignant les angles de ses pommettes, l'arc de ses lèvres, les petites lignes autour de ses yeux qui parlaient de sourires difficiles à obtenir. « Sacha », commençai-je sans savoir exactement ce que je voulais dire. « Oui, merci, pour le billet, pour ça, pour m'avoir vu. » Quelque chose changea dans son expression, s'adoucissant d'une manière qui me fit réaliser qu'il avait peur lui aussi, qu'il était vulnérable sous cette façade de barman mystérieux. « Théo, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Le ton sérieux de sa voix me rendit nerveux. « Quoi ? L'autre jour, avant que tu n'entres dans le bar,
J'ai reçu un appel de ma sœur, celle dont je t'ai parlé, à Lyon. Il fit une pause, sa mâchoire se crispant. Luc, mon ex, est à Paris. Il l'a contacté pour demander de mes nouvelles. Mon estomac se noua. Quoi? Il dit qu'il a changé, qu'il est en thérapie, qu'il veut s'excuser en personne. Sacha rit sans humour. Comportement typique d'un abuseur. Ils donnent à leurs victimes juste assez d'espace pour guérir et avoir de l'espoir, puis ils reviennent avec des promesses vides. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. J'ai bloqué son numéro il y a 3 ans et je n'ai pas l'intention de le débloquer maintenant. Mais le fait qu'il soit à Paris, qu'il me cherche activement, il frissonna. Ça me rend nerveux. C'est mon refuge sûr. Je ne peux pas le laisser le contaminer. Sans réfléchir, je passai mon bras autour de ses épaules, le rapprochant. C'était la première fois que j'initiais un contact physique entre nous, et je sentis sa surprise momentanée avant qu'il ne se détende contre moi. Il n'a pas à te trouver, dis-je fermement. Paris est immense, et si tu as besoin d'aide, d'un endroit où rester, de quoi que ce soit, je m'arrêtais, réalisant ce que j'étais sur le point d'offrir. Je venais à peine de rencontrer cet homme. Je n'avais pas moi-même de foyer stable. J'étais au milieu d'un divorce catastrophique. Je n'étais pas en position de sauver qui que ce soit. Mais quand je regardais ses yeux sombres qui m'avaient montré tant de gentillesse, quand je sentis son corps chaud contre le mien dans l'air froid du matin, je sus que je le pensais sincèrement. Je suis là, terminai-je simplement. Sacha m'étudia longuement, son expression indéchiffrable. Puis, lentement, très lentement, il se pencha et pressa ses lèvres contre les miennes. Ce ne fut pas un baiser passionné ou désespéré. Il fut doux, hésitant, une question plutôt qu'une déclaration. Ses lèvres étaient chaudes et avaient un léger goût de whisky et de quelque chose de sucré que je ne pouvais pas identifier. Cela dura seulement quelques secondes avant qu'il ne se retire, ses yeux cherchant les miens avec incertitude. « C'était bien ?» demanda-t-il à voix basse. Au lieu de répondre avec des mots, je l'attirai à nouveau, approfondissant le baiser. Cette fois, ce ne fut pas hésitant. Ce fut faim et besoin, et des mois, ou peut-être des années, de solitude enfin trouvant une connexion. Sa main s'emmêla dans mes cheveux, la mienne reposa sur sa joue, sentant la légère rugosité de sa barbe naissante contre ma paume. Nous nous séparâmes enfin tous les deux essoufflés, nos fronts appuyés l'un contre l'autre tandis que nos cœurs battaient nos forts. « C'est de la folie, murmurai-je. C'est trop rapide, trop compliqué, complètement fou, convint Sacha. Mauvais timing, probablement un désastre en attente. Alors pourquoi ça fait du bien? Parce que parfois les meilleures choses sont celles qui n'ont pas de sens sur le papier. Le gardien de sécurité toussa bruyamment depuis l'escalier, sa manière subtile de nous dire que nos 30 minutes étaient écoulées. Nous descendîmes de Notre-Dame vers un Paris maintenant complètement éveillé, rempli de boulangers ouvrant leurs boutiques et d'employés de bureaux courant vers le métro. Mais tout semblait différent maintenant. Les couleurs étaient plus vives, les sons plus nets, comme si j'avais vécu dans un film en noir et blanc et que quelqu'un venait d'ajouter de la couleur. Nous marchâmes sans but pendant un moment, nos mains se balançant ensemble, aucun de nous ne voulant que ce moment suspendu hors de la réalité ne se termine. Mais éventuellement, la réalité exigea de l'attention. « J'ai besoin d'aller à l'hôtel », dis-je enfin. « J'ai besoin d'appeler un avocat, de commencer à gérer ça correctement. » Sacha hocha la tête. « Et moi, j'ai besoin de dormir avant mon service ce soir, mais… » Il hésita. « Est-ce que je peux te revoir? Je veux dire, évidemment pas au bar, quelque part. Comme un vrai rendez-vous? Un rendez-vous. » L'idée était à la fois excitante et terrifiante. J'aimerais ça. Ce soir, quand j'aurai fini mon service. Je connais un endroit à Montmartre qui fait les meilleurs croissants de la ville à 3 heures du matin. Je ris. Ça semble parfait. Nous nous arrêtâmes à un coin de rue où nos chemins se sépareraient. Sacha vers son petit studio dans le 18e arrondissement, moi vers mon hôtel dans le Marais. Pendant un moment, nous nous regardâmes simplement, mémorisant les détails, la façon dont la lumière matinale capturait ses cheveux, comment ses yeux s'adoucissaient quand il souriait, le sentiment de ses doigts entrelacés avec les miens. Théo, dit-il doucement, ce que j'ai dit avant, sur prendre des décisions pour toi-même. Ça s'applique aussi à ça. Ne t'engage pas avec moi parce que tu es seul ou blessé ou que tu cherches une distraction. Fais-le seulement si tu me veux vraiment dans ta vie. Je te veux dans ma vie, répondis-je sans hésitation. Je ne sais pas encore ce que ça signifie, mais je sais ça. Son sourire fut comme le soleil qui se lève, suffisamment bon pour l'instant. Nous nous embrassâmes une fois de plus, bref mais intense, et puis il partit, marchant avec cette cadence confiante que j'avais remarquée pour la première fois au bar.
Je le regardais jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin d'une rue, puis je me forçais à me retourner et à marcher dans la direction opposée. Mon téléphone, miraculeusement encore fonctionnel malgré l'écran détruit, était rempli de nouveaux messages. J'ignorais tous, sauf un de Sophie. J'ai entendu des rumeurs. Laurent engage Marcel Dubois comme avocat. Il est impitoyable, Théo. Tu dois te préparer à la guerre. Guerre. Le mot s'installa lourdement dans mon estomac. Mais tandis que je marchais dans les rues de Paris avec le goût de Sacha encore sur mes lèvres et le souvenir de la lumière du soleil traversant des vitraux fissurés gravés dans mon esprit, je réalisais quelque chose. Peut-être que cette guerre n'était pas sur s'accrocher à ce qui était. Peut-être qu'elle était sur me permettre de devenir qui je pourrais être. Et peut-être, juste peut-être que ça valait la peine de se battre pour ça. Les jours suivants passèrent dans un flou de réunions avec des avocats, de papiers légaux que je ne comprenais pas complètement, et de conversations tendues avec ma famille. Ma mère pleura au téléphone quand je lui racontais enfin la séparation, pas parce qu'elle était triste pour moi, mais parce que, qu'est-ce que diront-ils au club? Mon père fut plus pragmatique. Les Marseille ne se laissent pas marcher dessus. Batte-toi pour ce qui est à toi. Mais le truc, c'est que je n'étais plus sûr de ce qui était à moi. La galerie que j'avais construite sous le nom de quelqu'un d'autre, l'appartement rempli de meubles que Laurent avait choisi, la vie parfaitement curée que je voyais maintenant comme une cage dorée. Mon avocate, une femme sévère nommée Madame Rousseau aux cheveux gris acier et au regard perçant, fut directe avec moi lors de notre deuxième réunion. Monsieur Marseille, j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Que voulez-vous vraiment de ce divorce? Je fixai les documents éparpillés sur son bureau en acajou. Évaluation de la galerie, titre de propriété de l'appartement, relevé bancaire de compte joint, ma vie réduite à des chiffres sur des feuilles blanches. Je veux être libre, dis-je enfin. Elle arqua un sourcil. C'est poétique mais peu pratique. Soyons spécifiques. La galerie, Laurent peut la garder. Mais je veux une compensation juste pour mon travail des dernières années. Et je veux mes affaires personnelles de l'appartement sans drame. Et je veux que ça se termine vite, sans devenir une bataille de plusieurs années. Madame Rousseau m'étudia longuement. Êtes-vous sûr? La galerie vaut au moins 2 millions d'euros. Nous pourrions arguer que vous méritez plus de 50% en raison de votre contribution opérationnelle. J'en suis sûr, mais j'ai besoin de assez de capital pour commencer quelque chose de nouveau. Quelque chose à moi. Pour la première fois, je vis quelque chose ressemblant à l'approbation dans ses yeux. Il y a un précédent pour ça. Je vous obtiendrai 800 000 euros de compensation plus vos 200 000 d'investissement initial. 1 million au total. Avec ça, vous pouvez démarrer une galerie modeste ou investir autrement. Laurent acceptera. Si je le présente comme lui gardant l'entreprise établie et le prestige du nom, tandis que vous vous retirez simplement tranquillement, son ego dira oui. Les hommes comme Laurent Beauchamp détestent les batailles publiques qui les font passer pour des vilains. Elle avait raison. 48 heures plus tard, Laurent accepta les termes. Il ne demanda même pas à me parler directement, tout passa par les avocats. D'une certaine manière, ça fit plus mal que la trahison originale, que 7 ans se réduisent à des transactions légales froides, sans même une conversation finale. Mais ce fut aussi libérateur. Pendant ce temps, Sacha devint ma constante. Nous nous rencontrions après ses services, explorant Paris dans ses heures magiques entre minuit et l'aube, quand la ville appartenait aux insomniaques et aux rêveurs. Nous mangions des croissants à Montmartre, en regardant les artistes de rue préparer leurs toiles. Nous marchions le long du canal Saint-Martin, nos mains entrelacées, parlant de tout et de rien. Il me raconta son enfance à Marseille, fils d'un pêcheur algérien et d'une professeure française. Comment il avait découvert qu'il était gay à 14 ans, quand il était tombé amoureux de son meilleur ami, qu'il avait frappé quand il avait enfin avoué ses sentiments. Des années à se cacher, à mentir, à prétendre être quelqu'un qu'il n'était pas, jusqu'à ce qu'il s'échappe enfin à Paris où il pouvait respirer. Je lui racontais grandir dans une famille où les apparences étaient tout, où les Marseille ne montraient jamais de faiblesse ou d'émotion. À propos de ma grand-mère, la seule personne qui m'avait encouragé à dessiner, qui était morte quand j'avais 16 ans, et avait emporté cette partie de moi avec elle. Comment j'avais passé ma vie adulte à essayer d'être parfait parce que je croyais que c'était la seule façon d'être aimé. C'est épuisant, dit Sacha une nuit alors que nous étions assis sur les marches de Sacré-Cœur, observant les lumières de Paris scintiller en dessous de nous comme des étoiles terrestres. Je sais, mais c'est tout ce que je connais. Alors apprends quelque chose de nouveau. Il se tourna pour me regarder, son visage sérieux dans la lumière de la lune. Apprends à être un beau désastre. Apprends à faire des erreurs et à en rire. Apprends à aimer quelqu'un sans devenir ce que tu crois qu'il a besoin. C'est comme ça que tu me vois? Comme un beau désastre?
Je te vois comme quelqu'un en train de devenir, et c'est la plus belle chose qui existe. Il m'embrassa alors lentement et profondément, et je sentis quelque chose dans ma poitrine se relâcher, une tension que j'avais portée si longtemps que j'avais oublié qu'elle était là. Mais tout n'était pas rose romantique. La réalité restait compliquée. Une nuit, 2 semaines après l'aube à Notre-Dame, Sacha arriva à notre point de rendez-vous habituel avec une expression tendue qui me rendit immédiatement nerveux. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandai-je. « Luc m'a trouvé. Au bar. Ce soir. » Mon sang se glaça. « Quoi? Tu vas bien? Il t'a fait mal? » « Non, non. Il y avait trop de monde. Mais il est entré, s'est assis au comptoir et a juste me regardé. Il n'a rien dit. Il m'a juste regardé pendant 20 minutes avant de partir. C'est du harcèlement. Tu dois appeler la police. » Sacha rit amèrement. Et leur dire quoi? Que mon ex-petit ami s'est assis dans un bar public? Il n'a rien fait d'illégal, Théo. Mais le message était clair. Il sait où je travaille. Il peut apparaître quand il veut. Alors tu quittes le travail. Je ne peux pas simplement quitter. J'ai besoin de l'argent. Et si je quitte, il gagne. Il me force à fuir à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il se figea, me regardant fixement. On? Oui, on. Tu n'es pas seul là-dedans. Quelque chose s'adoucit dans son expression, mais il y avait aussi de la peur. Théo, je ne veux pas t'entraîner dans mon désastre. Tu as déjà assez à gérer. Trop tard. Je suis déjà entraîné. Je pris ses mains, notant comment elles tremblèrent légèrement. Écoute, je viens de signer l'accord de divorce. Je recevrai mon paiement dans 2 semaines. Et si on utilisait une partie de cet argent pour te trouver un avocat, obtenir une ordonnance de restriction appropriée. Et en attendant, tu peux rester avec moi à l'hôtel. Il y a assez de place. Je ne peux pas te demander ça. Tu ne demandes pas, je propose. Théo, on se connaît à peine. Tu ne peux pas simplement... Pourquoi pas? L'interrompis-je, me surprenant moi-même par l'intensité de ma voix. Pourquoi je ne pourrais pas? Tu as été là pour moi quand mon monde s'est effondré. Laisse-moi être là pour toi maintenant. Je vis le conflit dans ses yeux, l'orgueil luttant contre le besoin pratique. Finalement, ses épaules s'affaissèrent. 1 semaine, dit-il. Juste jusqu'à ce que je trouve autre chose. 1 semaine, convins-je, sachant tous les deux que c'était un mensonge, que ce serait probablement plus longtemps, que nous franchissions un seuil invisible dans ce que c'était entre nous. Cette nuit-là, Sacha emménagea à l'hôtel avec un sac à dos contenant tout ce qu'il possédait au monde. Ça me brisa le cœur de voir à quel point il avait accumulé peu en 3 ans à Paris, comme s'il était toujours prêt à fuir à nouveau. Je lui donnai le côté du lit près de la fenêtre parce qu'il disait qu'il aimait voir le cerisier dans la cour. Nous nous couchâmes dans l'obscurité, soigneusement sans nous toucher malgré le partage du même lit, tous les deux hyper conscients de la présence de l'autre. « Merci », murmura-t-il enfin. « Tu n'as pas à remercier. Si, je dois. Parce que ça, toi, tu es la première personne en années qui me fait sentir que peut-être je mérite d'être sauvé. » Je me tournai vers lui dans l'obscurité, trouvant son visage avec ma main. « Tu n'es pas en train d'être sauvé. Nous nous sauvons mutuellement. » Nous nous embrassâmes alors, et ce fut différent des autres baisers. Ce fut désespoir et gratitude et quelque chose de plus profond qui n'avait pas encore de nom. Son corps se pressa contre le mien, mains explorant, respiration s'accélérant. « Tu es sûr ?» demanda-t-il contre mes lèvres. Plus sûr que de n'importe quoi depuis longtemps. Ce qui se passa ensuite fut maladroit et beau et intense. Ce ne fut pas comme avec Laurent, où le sexe était devenu routinier et performatif, chacun faisant les bons mouvements sans vraie connexion. Avec Sacha, ce fut brut et réel, trébuchant sur les vêtements et riant nerveusement, et s'arrêtant pour vérifier que l'autre allait bien. Après, nous restâmes enlacés, en sueur et essoufflés, ses doigts traçant des motifs paresseux sur ma poitrine. « Ça change les choses », dit-il à voix basse. « Je sais, ça pourrait se compliquer encore plus. Probablement. Ça en vaut la peine ?» J'embrassai son front. « Demande-moi dans 6 mois. » Il rit, le son vibrant contre ma peau. Marché conclu. Les jours suivants furent étrangement domestiques. Sacha travaillait ses services de nuit pendant que je cherchais des espaces pour une nouvelle galerie et rencontrais des artistes émergents que j'avais connus au fil des ans, mais que je n'avais jamais pu représenter sous le nom de Marseille Beauchamp. Il revenait à l'hôtel le matin pour me trouver endormi, son corps enroulé autour d'un oreiller. Je commençais à dessiner à nouveau, des croquis de lui endormi de la vue depuis notre fenêtre, de Paris qui s'éveillait. Et lentement, très lentement, je commençais à me reconnaître à nouveau. Puis vint l'appel. C'était Sophie. « Théo, tu dois voir ça. » Elle m'envoya un lien vers un blog de potins de la société parisienne. Le titre disait « Scandale dans le monde de l'art. Laurent Beauchamp accusé de détournement de fonds de la galerie. »
Mon estomac se noua tandis que je lisais. Apparemment, l'un de nos artistes, indigné que Laurent ait rejeté sa dernière série, avait engagé un auditeur forensique. Ils avaient découvert que Laurent détournait des fonds des ventes d'art depuis des années, gonflant les prix pour les collectionneurs et empochant la différence. Et parce que j'étais associé sur le papier, j'étais techniquement responsable aussi. Merde, murmurai-je. Sacha sortit de la douche, enveloppé dans une serviette. Qu'est-ce qui se passe? Je lui montrai l'article. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant. Tu savais quelque chose là-dessus? Rien. Je gérais le côté artistique. Laurent gérait les finances. Je sentis la panique monter dans ma gorge. Mon Dieu, je pourrais aller en prison, ou au moins être poursuivi jusqu'à la misère. Mon téléphone sonna. Madame Rousseau. Je l'ai vue, dit-elle sans préambule. Vous devez venir à mon bureau immédiatement, et ne parler à personne, surtout pas à Laurent ou à la presse. Les semaines suivantes furent un cauchemar. Interrogatoire policier. Audit. Mon nom dans les journaux à côté de celui de Laurent comme possible complice. Amis qui arrêtèrent de répondre à mes appels. Galeristes qui soudainement n'avaient plus de temps pour des réunions. Le pire moment fut quand mon père appela. « Sais-tu ce que tu as fait au nom de notre famille? Des générations de réputation ruinées. Je n'ai rien fait, papa. Laurent, tu as choisi de l'épouser. Tu as choisi de faire des affaires avec lui. C'était tes décisions. » Il raccrocha avant que je puisse répondre. Je m'assis dans la chambre d'hôtel, complètement engourdi, sentant comme si le sol sous mes pieds avait disparu à nouveau, juste quand je pensais l'avoir trouvé. Sacha rentra du travail et me trouva assis dans l'obscurité. « Hé » dit-il doucement, s'agenouillant devant moi. « De quoi as-tu besoin ?»« Je ne sais pas. Tout s'effondre à nouveau. Juste quand je pensais que je le gérais, juste quand je pensais que peut-être je pouvais construire quelque chose de nouveau. Ma voix se brisa. C'est bien. Laisse tomber. Laisse tout tomber. Et si je finis sans rien? Sans argent, sans réputation, sans avenir? » Sacha prit mon visage entre ses mains, me forçant à le regarder. « Alors tu auras ça. Tu auras toi-même qui tu es vraiment sous tout le bruit. Et ça suffit. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que j'ai eu rien. J'ai fui Marseille avec 300 € et de la terreur dans chaque nerf. Et j'ai survécu. Pas seulement survécu, j'ai construit une vie. Elle n'est pas parfaite. Elle est compliquée et pleine de problèmes comme des visas qui expirent et des ex-petits amis harceleurs. Mais elle est à moi. Et tu feras la même chose. Quelque chose dans sa certitude manquera. Tu resteras, même si ça empire. Surtout si ça empire. C'est pour ça qu'on est là. Je pensais qu'on était là parce qu'on s'aime bien. On s'aime bien et on est là l'un pour l'autre quand les choses deviennent difficiles. Ce n'est pas mutuellement exclusif. 3 semaines passèrent avant que Madame Rousseau ne m'appelle enfin avec de bonnes nouvelles. Les auditeurs ont confirmé que vous n'aviez aucune connaissance ni participation aux fraudes de Laurent. Votre signature électronique a été falsifiée sur plusieurs documents clés. Vous êtes complètement libre de charge. De plus, Laurent est si désespéré d'éviter la prison qu'il a accepté de vous rendre votre million complet, plus 300 000 supplémentaires comme excuse non officielle. Je m'effondrais dans la chaise, étourdi de soulagement. Vous êtes sûr? Complètement. C'est fini, monsieur Marseille. Vous êtes libre. Libre. Le mot résonna dans ma tête comme une cloche. Cette nuit-là, j'emmenai Sacha dîner correctement. Pas des croissants à 3 heures du matin, mais un vrai restaurant avec nappe blanche et bougies. Je lui racontais tout. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda-t-il, tendant la main à travers la table pour prendre la mienne. J'ai trouvé un espace à Belleville. Petit, rien d'élégant, mais avec une bonne lumière. J'ai pensé que peut-être je pourrais en faire une galerie. Pas du type Marseille-Beauchamp. Quelque chose de différent. Un espace pour artistes émergents. Surtout ceux que le monde de l'art traditionnel ignore. Ça semble parfait. Il y a autre chose. Je respirais profondément. Je veux que ce soit aussi un espace communautaire, où les artistes puissent en travailler, pas seulement exposer. Et j'ai pensé, peut-être que tu pourrais aider à diriger ce côté. Être co-directeur avec moi. Sacha cligna des yeux surpris. Théo, je suis barman. Pas. Tu es quelqu'un qui comprend les gens, qui crée des espaces sûrs, qui sait comment faire que les gens se sentent vus. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Et ma situation de visa? Embaucher un co-directeur qualifie pour un emploi qui peut sponsoriser un visa de travail. J'ai déjà vérifié avec Madame Rousseau. Je vis des larmes briller dans ses yeux. Tu es sûr de ça? Plus sûr que de rien dans ma vie. Théo Marseille, on est ensemble à peine 2 mois. 2 mois qui ont été plus réels que 7 ans de mariage. Il se leva, contourna la table et m'embrassa là au milieu du restaurant, sans se soucier des regards des autres clients. « Oui » murmura-t-il contre mes lèvres. « Oui à tout. » 6 mois plus tard,
La galerie Lumière ouvrit ses portes à Belleville. Elle était chaotique et belle et rien comme ce que j'avais imaginé quand j'avais commencé dans le monde de l'art. Les murs étaient peints de couleurs vives par les artistes que nous représentions. Il y avait des coins où les gens pouvaient travailler, une petite cuisine, où Sacha préparait du café pour les visiteurs, de grandes fenêtres qui laissaient entrer toute cette lumière glorieuse. L'inauguration fut intime, pas de collectionneurs millionnaires ni de critiques prétentieux, juste des artistes et leurs amis, des voisins curieux du quartier, et Sophie qui arriva avec une bouteille de champagne et des larmes de fierté. « Je suis fière de toi, dit-elle, me serrant fort. C'est vraiment toi. » Elle avait raison. C'était vraiment moi. Imparfait, risqué, construit sur l'espoir plus que sur le calcul. Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, Sacha et moi restâmes seuls dans la galerie. Il y avait des dessins sur les murs, mes dessins mélangés au travail d'une douzaine d'autres artistes. Ils n'étaient pas parfaits. Les lignes étaient tremblantes à certains endroits, les couleurs ne s'accordaient pas toujours, mais ils étaient à moi, vraiment à moi. « À quoi penses-tu » demanda Sacha en roulant ses bras autour de ma taille par derrière. « Aux vitraux, dis-je. À comment tu avais raison. Sûr que les cœurs brisés laissent entrer la lumière. Quand Laurent m'a trahi, j'ai pensé que j'étais détruit. Mais en réalité, j'étais en train d'être fissuré ouvert. Et toutes ces choses belles, cette vie que je n'avais jamais su que je voulais, ont pu entrer à travers ces fissures. » Sacha embrassa mon cou. « Alors, c'était le meilleur cadeau qu'il pouvait te faire. » Dieu non. C'était encore horrible et douloureux et je ne lui pardonnerai jamais. Je me tournai dans ses bras. Mais ça a mené ici, à ça, à toi. Alors je suppose qu'à la fin, même les pires choses peuvent se transformer en quelque chose de beau si on leur donne assez de temps et de lumière. Quelle poésie pour un ex-historien de l'art. Peut-être que j'ai toujours été un artiste, j'avais juste besoin de permission pour l'admettre. Et maintenant tu l'as? Maintenant je l'ai. Nous nous embrassâmes entre les murs aux couleurs vives. Deux hommes qui avaient été brisés et avaient choisi de devenir quelque chose de nouveau, au lieu de se réparer simplement. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des jours difficiles, des disputes sur les budgets et les directions artistiques, des moments où nos traumatismes passés montraient leur tête laide. Mais c'était réel, c'était à nous, et c'était assez. 6 mois après ça, je me réveillais dans notre nouvel appartement, un que nous avions choisi ensemble dans le 19e arrondissement, petit mais lumineux, avec une vue sur le parc des Buttes-Chaumont. Sacha dormait à côté de moi, sa respiration régulière et paisible. Sur la table de nuit, il y avait une enveloppe qui était arrivée la veille. Notification officielle d'immigration. Visa de travail de 3 ans approuvé pour Sacha Beaumont. Sur l'autre table de nuit, il y avait quelque chose que j'avais acheté impulsivement la semaine précédente. Une petite boîte en velours contenant 2 bagues simples en argent. C'était trop tôt probablement. Nous étions ensemble officiellement depuis seulement 10 mois. Mais après tout ce que nous avions traversé, le temps semblait une mesure irrelevante. Ce qui importait, c'est que quand je regardais l'avenir, je ne pouvais pas l'imaginer sans lui. « Tu es réveillé » murmura Sacha, ses yeux s'ouvrant lentement. « Je suis réveillé. Quelle heure est-il » ? « Tôt. Ou tard selon comment on voit ça. » Il s'étira, son corps s'arquant de cette manière qui me coupait encore le souffle. « Tu veux voir l'aube ? Avec toi toujours. » Nous nous habillâmes vite et marchâmes jusqu'au parc juste au moment où le ciel commençait à s'éclaircir. Nous trouvâmes notre endroit préféré sur le pont qui surplombait le lac, d'où on pouvait voir toute la ville s'étendre dorée sous le soleil naissant. « Sacha » dis-je tandis que la lumière commençait à transformer le monde du gris à l'or. « Oui ?» Je sortis la boîte de ma poche, mon cœur battant si fort que j'étais sûr que tout Paris pouvait l'entendre. Je sais que c'est fou, je sais que c'est rapide, mais nous avons construit quelque chose de beau ensemble, toi et moi. Pas seulement la galerie, nous. Et je veux continuer à construire avec toi. Pour toujours, si tu me laisses. Ses yeux s'écarquillèrent, regardant la boîte, puis moi, puis de retour à la boîte. Tu me demandes ? Je te demande de m'épouser, de construire une vie qui soit complètement la nôtre, sans prétention ni performance. Juste nous, étant nos beaux désastres ensemble. Les larmes coulaient sur son visage, capturant la lumière de l'aube comme des diamants liquides. Théo Marseille, tu es absolument ridicule. Mon cœur sombra. C'est un non ? C'est un oui idiot. C'est le oui le plus grand qui ait existé. Je lui passai la bague au doigt avec des mains tremblantes, et il fit de même avec la mienne. Elle n'était pas chère ni élaborée, juste de l'argent simple gravé avec les mots « lumière à travers les fissures ». Nous nous embrassâmes tandis que le soleil se levait complètement, peignant Paris de toutes les couleurs imaginables, transformant même les parties brisées de la ville en quelque chose d'incandescent. Et tandis que j'étais là,
dans les bras de l'homme qui m'avait montré que les fins peuvent devenir des commencements, que la trahison peut devenir libération, que les cœurs brisés laissent vraiment entrer la lumière des manières les plus belles, je sus avec une certitude absolue. C'était mon histoire. Pas celle que mes parents avaient écrite, pas celle que Laurent avait scénarisée, mais celle que j'avais choisi de créer, fissure par fissure, risque par risque, aube après aube. Et elle était plus belle que n'importe quelle vie parfaite n'aurait pu l'être. Avant de nous quitter, j'aimerais que tu laisses ton like et que tu t'abonnes à la chaîne pour plus d'histoires passionnantes comme celle-ci. N'oublie pas de noter cette histoire de 0 à 10 dans les commentaires et de nous dire ce que tu as le plus aimé. Ton avis signifie le monde pour nous. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de Théo et Sacha, de la douleur à la guérison, de l'obscurité